Toutes et à tous, dans cet audio sera le numéro 83. Je vais traiter effectivement de ce qu'on peut appeler d'une manière générale l'éthique. Bon, il s'avère que j'ai traité de ce sujet dans le passé, dans d'autres audios précédentes, mais il est important de temps en temps de faire un petit rappel et de redéfinir finalement ce que sont les approches de l'attitude éthique, voire même, je dirais, de la liberté personnelle au conflit social. Alors, on peut constater effectivement que dans le grand mouvement de réflexion sur l'éthique, je dirais au cours de ces dernières décennies, il a paru nécessaire de préciser, voire même quelle espèce affirmer que l'articulation de nombreux concepts couramment utilisés dans ces réflexions, puisque ce sont ces concepts qui vont effectivement motiver les usages et les comportements, c'est dans la mesure où l'individu est capable de les maîtriser. Alors en effet, je dirais que l'absence fréquente de définition et d'articulation entre elles, de notions par exemple telles que la morale, car il est important aussi qu'un individu soit ce qu'on appelle un élément moral, éthique, ayant une certaine foi dans ce qu'il fait, une certaine laïcité, c'est-à-dire que comprenant un petit peu les différentes sources de pensée, même si l'individu peut considérer qu'il ne soit pas d'accord. L'important aussi d'une certaine forme de neutralité pour ne pas, je dirais, polluer le débat, conduit, je dirais, encore trop souvent à des confusions et surtout à des incompréhensions, comme on peut le constater, hein, aussi bien dans les forums sociaux que dans la vie au quotidien. Des incompréhensions qui rendent le dialogue non seulement difficile, ce qu'on pourrait appeler d'une façon vulgaire un dialogue de sourds, voire même pratiquement impossible, tendance à renforcer ceux qui prennent part au dialogue. Et donc je voudrais citer finalement au fond quelques considérations éthiques et morales. Par exemple, on peut dire que le problème récurrent de la distinction entre les deux mots, c'est-à-dire entre l'éthique et la morale, cette distinction est impossible à réaliser au niveau de l'étymologie, puisqu'ils signifient la même chose, hein, l'un en grec, l'autre en latin. Alors, dès lors que chaque auteur, je dirais, pose le plus souvent implicitement une distinction qui lui est propre et qui ne correspond pas à la distinction tout aussi implicite opérée par un autre. Bon, ça c'est un fait acquis. Alors, comment essayer de proposer, de voir ici une distinction que nous croyons claire et de plus, je dirais, fonctionnelle, voire, si vous me le permettez, opérationnelle. Je dirais, ce problème est parfaitement illustré par l'attitude de refus de certains jeunes et d'autres moins jeunes qui pensent que le discours éthique ne désigne que le fait de faire de la morale. Le problème, c'est que beaucoup d'individus accèdent à l'éthique par la religion, dans le cas d'espèces, beaucoup de musulmans par exemple, et ne comprennent pas que la religion a déjà ce que j'appelle une vision globalisante ayant pour référent une croyance et qui serait, je dirais, une conception de la vérité. Alors, restons dans l'éthique de nos prédécesseurs, de nos pères fondateurs, en l'occurrence, j'ai juste nommé les présocratiques et même les helléniques. Même si aujourd'hui nous sommes, je dirais, n'est-ce pas, aussi dans une incompréhension profonde, même s'il est possible de la comprendre et de la disséquer, et de l'expliquer, et qui conduit finalement nécessairement au refus, je dirais très à la mode, hein, de parler de morale sous le prétexte que celle-ci est contraignante et donc limitée, voire même limite notre liberté. C'est en cela que j'arrive à ce que j'ai défini comme étant, je dirais, l'éthique et la foi religieuse. Alors certains refusent aussi le discours éthique. Ils croient qu'il s'agit, je dirais, de leur refiler une éducation religieuse, ce qui est manifestement, je dirais,
pas déplorable, mais je considérerais triste. Alors, où est la liberté de tels croyants qui affirment que sa foi lui dicte sa conduite, par exemple? Et qu'en est-il encore de tel autre croyant qui, sur la même affirmation, pose une action différente? Cas d'espèce, je parlerai plutôt de l'éthique et de la vie sociale. Et quand on parle par exemple de la laïcité ou de laïcité, fait-on référence au sens que ce mot a eu au début du siècle, ou au contraire, ses évolutions jusqu'à nos jours, ou à quelque chose qui se cherche encore aujourd'hui? Alors qu'est-ce qu'une neutralité? Qui parfois ressemble effectivement étrangement à un refus de prendre ses responsabilités, par exemple. Alors pour permettre des dialogues vrais, c'est-à-dire qui évitent ce genre de confusion, et donc fructueux, intéressants, enrichissants pour les différents partenaires acceptant le dialogue, il est nécessaire, je dirais, de distinguer différents plans et de les articuler entre eux. Ce sera par exemple l'objet de la première partie définie par Hegel dans l'attitude éthique, qui se situera par rapport à la morale et par rapport à différents types, je dirais, de foi. Et on montrera que l'attitude éthique exprime la liberté et la responsabilité de la personne. Car, effectivement, celui qui a une éthique bien comprise sait pertinemment que ses devoirs sont obligatoires et ses droits coulent de source. Souvent, on réclame les droits en oubliant les devoirs. Enfin bon. Alors, une deuxième partie, par exemple, exposera quelques exemples de situations dans le monde contemporain, dans le monde moderne, particulièrement dans l'entreprise, dans lesquelles liberté et responsabilité personnelle sont en jeu. Toutefois, je voudrais préciser que ces situations auront ceci de particulier, que le décideur sera relativement maître de sa décision. Je prends par exemple au cas d'espèce le chef d'entreprise, par exemple, quelles que soient les contraintes qui pèsent sur lui, et in fine, celui qui prend la décision finale, je veux dire, bon, et qui les fait exécuter. Alors, de façon analogue, n'oublions pas que tout cadre confronté à un problème éthique, accepter ou refuser de verser un pot de vin, par exemple, quand il est question de corruption, et malheureusement la société dans laquelle nous vivons a une maladie extrêmement profonde qui va malheureusement crescendo, et donc, en cas d'espèce, comment, je dirais, le cadre pourra réfléchir quelles sont les aliénations, quels sont les éléments de conscience qui vont, je dirais, s'activer à l'intérieur de sa réflexion. Certes, il devra décider seul de son attitude, même s'il prend conseil auprès des autres, c'est lui et seul, je dirais, qui prendra sa décision, c'est-à-dire la décision finale. Alors soit il sera contraint par des penchants et des attirances de l'extérieur, ou alors il aura une conception ferme de la chose, qu'on pourrait appeler une conscience inaliénable. Et à ce moment-là, effectivement, comme on le dit, comme dit le vieil adage, il prendra en son âme et conscience la décision qui s'impose. Alors revenons effectivement à une éducation à l'éthique qui ne peut pas se cantonner, je dirais, aux situations précédentes. Elle doit être globale tout d'abord. Et il existe d'autres types de situations dans lesquelles la liberté et la responsabilité personnelle et donc l'éthique sont en jeu. Ce sont toutes celles du domaine social, je dirais même a fortiori politique, puisque c'est en cela que finalement Hegel finit par nous interroger. Alors là, les libertés s'affrontent, mais aucune n'est a priori assurée d'emporter la décision. Les choses sont claires là-dessus. La troisième partie illustrera ce type de situation par deux exemples. En cas d'espèce, le conflit d'opinion, d'une part, qui montrera que la liberté et confrontation sont indissociables, et je dirais même que le conflit politique, d'autre part, qui montrera ce vers quoi devrait tendre une attitude politique véritablement éthique. C'est en cela qu'effectivement, le problème se corse. Alors, nous avons je dirais, une attitude que nous devons avoir, qui est une attitude éthique, et puis une expression de sa propre liberté personnelle, sans, bien entendu, ma liberté n'est pas au détriment de la liberté des autres.
Vous savez, comme dit le vieil adage, ma liberté s'arrête à la liberté d'autrui. Alors le fondement de la démarche qui est indissociable, de la question, je dirais, de la liberté, et de la façon, je dirais même, de la responsabilité de la personne. Alors ce mot de personne peut être explicité de deux façons. À première vue, différentes bien entendu. Mais n'oublions pas que cela se superpose très fortement. Alors, la première consiste à dire que la personne est à la fois unique, singulière et libre. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Et surtout, possédant bien entendu toutes les facultés d'une liberté essentielle. Ce qui ne veut pas dire absolu, hein. Quand je parle d'essentiel, je ne parle pas d'absolutisme, hein. Donc que les choses soient claires là-dessus, hein. Il faut bien préciser que quand on emploie un mot, il faut l'employer dans son expression, je dirais la plus vérace, hein, la plus véridique. En même temps, l'individu est un membre de tout, ou d'un membre d'un tout, plus exactement. Ce qu'on pourrait qualifier comme étant, dans une source moderne, la société. Et qui, bien entendu, par toutes ces facultés que je viens d'énoncer, qui la dépassent et la contraint pour une très large part. Alors, prenons les faits, prenons acte de ce que j'ai effectivement défini. Selon cette définition, la personne est ainsi véritablement écartelée, je veux dire même écartée entre deux pôles. Alors, nous avons premièrement le pôle de l'individualité, hein, celui de l'altérité, de ce qu'on pourrait définir également de la collectivité. C'est dans cet écart, précisément, qu'elle peut inscrire une action qui soit l'expression de sa liberté et de sa responsabilité. Le mot expression fait ici, je dirais, le lien entre les deux pôles. La personne s'exprime, en effet, je dirais, et c'est le premier pôle. Mais on ne s'exprime jamais que pour d'autres, soyons clairs là-dessus. Ou alors même, je dirais, pour les autres. Et c'est là où intervient le second pôle. La seconde façon de considérer la personne est celle des psychologues, qui utilisent plus volontiers le terme de sujet. Celui qui a une parole, qui peut dire « je », affirmant ainsi sa liberté et sa responsabilité. Mais on ne peut dire « je » qu'en face d'un « tu », fatalement, puisque c'est toujours par une interaction, ou même parfois par abstraction. Alors on ne peut pas avoir une parole que pour un autre, ou des autres, et on retrouve ainsi le pôle de la première approche. Avoir une parole et s'exprimer sont parfaitement, je dirais, équivalents. Petite précision, notons encore que l'homme de la rue dit plus simplement un tel, c'est quelqu'un, lui, celui-là, et cela signifie encore la même chose. Bon, alors ces définitions étant posées, on peut voir d'abord les conditions qui permettent à une personne d'affirmer sa liberté. D'avoir tout d'abord une parole. Alors, il sera alors possible de définir l'attitude éthique comme expression de sa liberté. Mais comme parole, bien entendu. Et on peut même conclure, je dirais conclure, n'ayons pas peur du mot, cette partie par deux exemples. Première, je dirais, condition, c'est avoir déjà, premièrement, foi en soi. Je dirais ce qu'on pourrait déterminer comme étant sa propre confiance. Ensuite, il faut être équilibré, bien entendu. Avoir une certaine honnêteté vis-à-vis de soi. Donc bien que foi en soi, non pas confiance en soi. Vous voyez, j'ai utilisé les différents termes, premièrement, mais ensuite pour bien en nuancer. En effet, la confiance en soi est l'ordre du paraître, qui peut aller jusqu'à la vanité, voire même à l'orgueil narcissique. Ce que nous pouvons constater dans une société en totale perdition, où les gens ont besoin d'absolu. Alors que la foi en soi est
de l'ordre de l'être, et non pas de l'avoir. Et ces deux ordres peuvent être séparés. Chacun connaît, je dirais, des gens, une pléthore d'individus qui ont de l'assurance, confiance en eux, dont l'assurance cache en fait une absence de considération d'eux-mêmes, voire même une foi en soi. Et même le fait de tourner en ridicule sa propre personne ou se déconsidérer peut être aussi une certaine, je dirais, peut-être une certaine vanité. Vous savez, c'est ce qu'on définit dans le langage courant comme la fausse modestie. Alors, avoir foi en soi, c'est avoir la certitude absolue que tel que nous sommes dignes de la considération des autres, car le plus souvent, nous nous aimons à travers le regard des autres. Et cette certitude ne peut être fondée que sur la conscience lucide de notre propre valeur. Ce mélange de qualités et de défauts, de désirs forts et de réalisations plus faibles, et c'est cela notre valeur finalement. Et c'est sur cela que notre parole est fondée. C'est sur cela, je dirais même, que notre parole doit dire. Alors avoir une parole, s'exprimer, c'est bien dire qui nous sommes, et pour cela il est nécessaire d'avoir foi en soi-même, et en sa propre valeur et connaître ses propres qualités. Indépendamment bien entendu du regard des autres, car la jalousie, beaucoup d'éléments, la frustration peut être aussi un élément je dirais, de réponse ou de réaction. Alors indépendamment du regard des autres, on sent bien, je dirais euh, que pousser à l'extrême, je dirais, cette affirmation n'est pas pensable. Si les autres, tous les autres, et en particulier par exemple les proches, comme par exemple ses parents, peuvent toujours, à un moment donné, considérer son propre enfant, il sera quasiment impossible de pouvoir se construire avec ce que je pourrais déterminer comme étant une foi en soi. C'est une des raisons pour laquelle souvent les parents peuvent avoir un rôle destructeur vis-à-vis du jeune adulte en construction. Alors cette expression, indépendamment du regard des autres, ne peut avoir de signification qu'au moment du choix de l'action. Alors effectivement, il faut poser certaines réserves, même si d'autres peuvent avoir d'autres considérations. Certains font ressentir que parfois on peut avoir des valeurs, ou même, je dirais, du crédit à leurs yeux. Alors un exemple simple. Il faut avoir foi en soi pour rester honnête dans un environnement qui ne l'est pas. Vous savez, c'est ce que j'avais expliqué précédemment en politique. Vous pouvez avoir des gens performants avec un système, je dirais, un système contre-productif. Et vous pouvez avoir un système performant avec des gens incompétents. Nous sommes dans le même cas d'espèce. Là, c'est dans le domaine, je dirais, de l'économie, de la politique. Et là, c'est dans le domaine de ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique, je dirais, l'éthique originelle. Alors, quand on voit par exemple sur cet exemple, comme il y a un court-circuit entre foi en soi et honnêteté, il manque un terme, c'est la deuxième condition. Alors, avoir foi à un système de valeurs, en une vision du monde, en un sens de la vie, et qui peut faire référence ou non à une transcendance. C'est le système de valeurs, et lui seul qui fonde, par exemple, mes choix d'existence, pour reprendre l'exemple précédent. C'est le sens que je donne à la vie et à ma vie qui fonde le choix de rester honnête au milieu de personnes qui ne le sont pas. Alors je sais pourquoi je le fais, je suis en mesure d'argumenter mon choix vis-à-vis des autres et de moi. Avoir une parole, c'est aussi peut-être d'abord cette possibilité d'argumenter, et argumenter mes choix parce que je les ai posés en fonction d'une vision du monde, d'un système de valeurs. Alors la foi en soi, plus la foi en un système de valeurs, crée ce qu'on appelle la citoyenneté, le respect des règles, bref, une honnêteté vis-à-vis d'une communauté de destin, ou d'un pays, d'une nation, bref, d'un individu dans la cité. Alors, par ces deux éléments, la personne affirme son existence, ce qu'on pourrait appeler la foi en soi, sa liberté personnelle, la
foi en un système de valeurs qu'elle a choisi et élaboré, voire même de coopérer elle-même, même si les matériaux de cette construction lui ont été fournis par la société dans laquelle elle vit. Bon. Alors nous devons aussi faire quelques remarques à ce niveau. Nous n'avons pas fait référence à la foi en un Dieu révélé, ou plus généralement à la reconnaissance d'une transcendance. Je crois que nous n'en avons pas besoin, car nous parlons effectivement d'éthique dans la philosophie. Bon. En effet, la personne peut affirmer sa liberté, sa responsabilité en les considérant comme des faits dont la source n'a pas été recherchée, voire n'existe peu ou prou. Le croyant affirme, lui, que cette liberté et cette responsabilité lui sont données par Dieu. La deuxième condition implique la première. Élaborer, c'est-à-dire son propre système de valeurs, implique la foi en soi. Ces deux conditions ont un point commun. Dans chacune, la foi en question est à la fois raisonnée et irraisonnée, rationnelle et non rationnelle, ce qui ne veut pas dire irrationnelle. Ni la foi en soi, ni la foi en un système de valeurs ne dictent le choix d'existence. Chacune fonde ses choix, mais je dirais même il reste encore à les poser, et ce sera finalement au fond ce qui pourra définir l'attitude éthique. Alors, comment déterminer cette affirmation de liberté à un niveau parfaitement théorique, parce que la liberté est une idée, car que d'injustice au nom de la liberté, et puis chacun a sa conception de la liberté des uns fait la prison de l'autre, ou la prison des autres, donc c'est une question de considération, et tout dépend aussi de là où on se place. Même si la liberté paraît à des moments une idée abstraite, il faut s'incarner dans l'action, plus précisément d'une façon factuelle, par exemple dans la vie quotidienne. Et on en arrive fatalement à la troisième condition. Et la troisième condition valide finalement d'avoir des règles de vie, des règles de conduite et une morale. Et cela est, je dirais, nécessaire. Voire même, je dirais, et on le voit, beaucoup de pays qui aujourd'hui abandonnent certains sens de l'éthique, une question de survie. Alors c'est à ce dessein que je utilise ce mot très fortement d'évaluer et dont je vais essayer de le justifier. Il est bon ton, bien entendu, c'est peut-être encore pour certains, de refuser toute règle morale. Bon, très bien. Et spécialement celle de la morale dite judéo-chrétienne ou musulmane, au prétexte que, posant des interdits, elle limiterait ma liberté. Vieux débat, s'il en est, qui aujourd'hui fait encore couler d'encre plus que jamais. Bon. Étant donné que, selon certains, la liberté serait limitée par des concepts religieux, la liberté finalement limitée, amendée, ne serait plus une liberté. Alors ce genre de raisonnement implique l'affirmation de la liberté absolue de l'homme, affirmation absurde en ce sens, puisque nous ne sommes pas, je dirais, dans une liberté absolue, étant donné que ma liberté en cas d'espèce s'arrête à la liberté de l'autre, ce qui est évident. Et nous avons des contraintes qui sont liées aussi à l'obligation de vivre en commun. Bon. D'autre part, je suis né à telle époque, tel pays, tel sexe, tel milieu social, etc. Bon. La liberté de l'homme existe, mais elle n'existe que, je dirais, déterminée. Et les règles morales font partie de cette détermination. Observons deux aspects, par exemple. Supposons une absence absolue de règles. Je peux alors, je dirais par définition, faire n'importe quoi. Mais alors, l'action que je pose effectivement ne dit plus rien à personne, ni même à moi-même, elle ne fait plus sens, puisque j'aurais tout aussi bien pu poser d'autres aussi insignifiantes. Telle action en vaut telle ou telle autre, ce qui revient au même, plus aucune action ne vaut et n'a de valeur. Ainsi, en l'absence de règles, l'action n'a plus de sens, et le sujet n'a plus de moyens de s'exprimer, et de dire que finalement, au fond, pourquoi il le fait, à quel titre, pour quelle raison, et surtout, de dire qui il est. Il est peut-être libre, mais il est le seul et sans parole.
sont ainsi les interdits, les bornes fixées à l'action morale qui seules permettent à la personne de se dire. Mais il y a plus, je dirais même. Pour que la personne puisse se dire, il faut évidemment qu'il y ait un autre pour l'entendre. Nous retrouvons deux pôles de la personne. Nous en revenons encore, dans mon explication première, au phénomène de pôle, ou de polarisation. Alors, il faut qu'il y en ait, je dirais, une relation à l'autre et aux autres. Or, on peut dire que la force, la valeur des règles morales, des interdits, ce que soit la morale considérée, c'est précisément qu'elle pose des limites à l'intérieur desquelles ma liberté peut s'exercer en tant ou étant assurée pour ne pas détruire la relation à l'autre. Par exemple, le meurtre, le vol sont des actes qui détruisent à la fois l'autre et celui qui les commet, et donc finalement la relation à l'autre. Et je dirais, par définition, par échancrage, détruit la société, puisqu'elle valide le fait de ne plus assurer la condition nécessaire d'une évolution en toute tranquillité, qui bien entendu la tranquillité, la paix garantit à une société son progrès et une certaine forme de modernité. Maintenant, il faut bien considérer que, effectivement, il y a aussi des idées utopiques, même si elles ne sont pas applicables, mais qui permettent de pouvoir articuler certaines pistes pour atteindre des nouvelles nuances ou je dirais, des nouveaux concepts, et finalement déterminer une nouvelle orientation. Alors l'interdit est très exactement la délimitation de cette région dans laquelle la relation peut se développer. Il est interdit d'interdire. Rappelez-vous ce que disait Fabius, ce qui n'empêchait pas plus tard de devenir ministre. Bon. Alors, outre sa contradiction logique, est une absurdité psychologique et sociale. Alors, il est utile d'éclaircir deux points. D'abord, il est clair que la deuxième condition prime la troisième, c'est le sens que je donne à la vie qui commande les règles morales que je suivrai. La règle tu ne tueras point s'imposera dès lors que j'affirme la dignité absolue de tout homme. On en déduit que l'attitude éducative ne doit, je dirais pas proposer une morale sans vision du monde. Mieux, elle doit proposer une vision du monde avant une morale. Bon. Le deuxième point consiste à constater qu'il est impossible d'exprimer une vision du monde en dehors d'une morale. Bon. Ça, c'est un état de fait. C'est par des jugements de valeur, qu'on appelle les jugements moraux, on atteint les valeurs, sens de la vie finalement. C'est par l'ensemble des règles, comme tu ne tueras pas, qu'on atteint la dignité absolue de tout homme. Et qu'on permet à une société, finalement, au fond, de pouvoir vivre dans un certain confort, une certaine sécurité. Alors il y a aussi des contradictions, moins apparentes avec le point précédent. Cette contradiction ne peut être levée, direz-vous, que dans la pratique. Et nous faisons toute la différence entre celui qui reste à la règle morale, qui l'applique et qui tente à les faire appliquer bêtement. Il va encore, je dirais, me faire de la morale. Rappelez-vous un petit peu ce vieil adage qui est utilisé dans un langage commun. Et celui qui, tout en posant le même acte, le fait en référence à sa vision du monde. Et c'est la différence entre le bien-pensant, ou aujourd'hui le politiquement, socialement, sexuellement correct, excusez-moi du terme, et l'homme libre. Ainsi, lorsqu'on propose une règle morale, on doit pouvoir expliciter l'argumentation qui la fonde en termes de système de valeurs. Alors, 3 conditions pour avoir une parole. Si ces conditions sont permissives, elles ne sont pas suffisantes. En effet, si on restait là, je dirais le sujet se résumerait à l'application consciente des règles morales issues de son système de valeurs. Bon, finalement, au fond, sa seule liberté consisterait donc dans le choix de ce système, et nous savons tous que cela est faux, au moins pour 2 raisons. D'abord, un système de valeurs n'est pas comparable à un système mathématique d'axiomes, et non contradictoire, bien au contraire. Et l'expérience nous montre constamment que
des personnes qui partagent le même système de valeurs posent en face des situations semblables, des actions différentes et parfois, je dirais même opposées, oxymoriques. C'est donc bien que notre liberté se situe au-delà de ces trois conditions. Ensuite, n'oublions pas que dans une situation déterminée, on se trouve très souvent face à un conflit de règles. Ainsi, du médecin appelé le soir de Noël, après un malade, je dirais, de l'entreprise qui doit licencier ou risquer la faillite, de l'enfant qui doit faire ses devoirs ou mettre le couvert, c'est encore notre liberté qui est appelée à trancher. Alors l'attitude éthique comme exercice de notre liberté est un des fondements, je dirais, essentiels, puisque c'est celle qui dynamise, celle qui finalement au fond devient l'élément agissant. On peut désigner alors le terme d'attitude éthique, je dirais celle qui consiste, face à une situation donnée, à décider de l'action que l'on va poser en fonction de son système de valeurs. Et système de valeurs qui est défini d'une façon personnelle, c'est-à-dire l'attitude qui consiste à exercer notre liberté. Cette définition entraîne plusieurs conséquences. Premièrement, l'éthique ne se réfère qu'à la foi, un système de valeurs, pour la vision du monde de la personne considérée. On voit à nouveau que la référence à une foi religieuse n'est pas nécessaire pour parler d'éthique. Notons seulement que la foi religieuse, lorsqu'elle existe, ne définit pas la vision du monde et que personne se construit, sinon tous les croyants d'une même religion appartiendraient au même parti politique, ce qui est complètement absurde. Bien qu'il y en ait certains qui par la violence, essayent de le faire. Enfin bon. Tout au plus, je dirais même, elle interdit-elle certaines visions du monde qui sont en contradiction avec ses propres affirmations, voire même ses propres croyances. Et cette conséquence est essentielle. Le croyant et l'athée sont rigoureusement égaux devant l'éthique, égaux en éthique. L'attitude éthique est d'abord un questionnement, une interrogation, un arrêt, quel acte vais-je poser face à telle situation? Combien d'entreprises licencient sans même se demander si d'autres solutions sont envisageables? Combien parmi nous font comme tout le monde dans des situations où leur vision du monde affichée devrait les conduire à des actions différentes? En cas d'espèce, l'attitude éthique, c'est aussi le choix posé en réponse à ce questionnement. Et le fait que je puisse rendre compte de ce choix à moi et aux autres. Si on admet cela, il faut tenter au maximum d'éviter les expressions du type éthique des affaires, éthique d'entreprise. En effet, ni les affaires ni l'entreprise en tant que telles ne choisissent leurs actions. Ce sont toujours des individus qui posent des questions et qui posent des choix. Il faudrait beaucoup mieux parler de morale des affaires et de moralité de l'entreprise, bien que je mets un bémol là-dessus. Alors on peut même aller plus loin et refuser de parler d'éthique. Puisque aujourd'hui, certains n'ont même plus envie, finalement, au fond, de faire un écran de fumée ou de l'esbrouf. L'attitude éthique est essentiellement personnelle et cela implique, je dirais, que l'homme ait des capacités de choisir son action et qu'il ait réellement foi en lui, ce qu'on pourrait élaborer comme étant le premier niveau. C'est encore, je dirais, la nécessité d'éduquer une liberté et nous retrouvons ce problème en troisième partie. L'attitude éthique personnelle a aussi un certain caractère universel et les autres qui auraient peut-être un choix différent peuvent comprendre le choix effectué et le qualifier d'humain. Point qui, bien entendu, allez, soyons honnêtes, réapparaîtra aussi en troisième partie. L'attitude éthique personnelle ne peut être fixée que dans des règles qui, elles, sont l'ordre de la morale et qui est la liberté, qui ne peut être figée, puisque en action permanente, et agissant, bien entendu, sous couvert de règles. Alors, comment pouvons-nous définir, justement, dans cette troisième partie, que je vais donner des cas d'exemple en situation, dans l'affirmation par exemple de ma liberté, qui pourrait qualifier comme étant la foi, donc la foi en un système de valeurs, un sens de la vie, voire même une vision du monde, et qui par voie de conséquence créera la foi en soi, qui automatiquement à partir de ces éléments définis
créeront l'éthique, donc l'exercice, in fine, de ma liberté, le questionnement de l'éthique, l'action, encore une fois, comme je le disais précédemment, de poser le contenu de mon système de valeurs, et qui me renvoie effectivement à une liberté, mais dont cette liberté ne peut être totale si effectivement elle garantit aux autres une certaine égalité, en tout cas une égalité de base. Ensuite, nous rentrons effectivement dans ce qu'on appelle in fine le domaine de la morale, ce qu'on pourrait être le domaine de l'exercice de ma liberté, ensemble de règles explicites, les interdits, les problèmes du conflit de règles, les transgressions et les choix éthiques. Dans ce cas d'espèce, on arrive effectivement à la déontologie. La déontologie a été conçue au départ comme un ensemble de règles, comme une morale à appliquer, des codes de déontologie. Or, on assiste depuis quelques années à l'émergence de documents qui ne présentent que des problématiques, donnant à chacun les moyens de se déterminer face à la situation dont il a à connaître, mais il s'agit d'une forme d'éducation à la responsabilité de ses propres choix, faisant, bien entendu, fi de l'autre. Alors, certaines entreprises ont institué un monsieur éthique, auquel celui-ci, qui est confronté à un problème d'éthique, peut venir en parler en sachant qu'il restera libre de sa décision et que le secret de l'échange sera parfaitement gardé. Outre l'aspect bien entendu d'éducation de sa propre liberté que peut constituer en ce cas d'espèce cet échange pour la personne concernée, je dirais que même il faut noter l'importance que révèle le regard de l'autre sur l'élaboration de nos décisions. Ce regard nous oblige d'une part, nous contraint à l'honnêteté avec nous-mêmes et regarder en face des éléments de décision que seuls nous efforcions de ne pas voir. Nous allons retrouver, je dirais, cet aspect dans d'autres, je dirais, cas de figure. Bien entendu, on en arrive fatalement dans le domaine de l'éthique globale au conflit. Alors, ce conflit, car mon existence peut être l'imposition à l'autre, on peut partir du problème classique du licenciement, toujours présenté de la même façon, car le patron licencie parce qu'il n'a pas le choix, mais c'est pour garantir sa propre liberté et sa propre existence. Et sa propre existence dépend du moyen matériel ou de l'outil que sera son entreprise. Alors, bien entendu, les motifs qui seront invoqués, c'est licenciement ou perte de compétitivité de l'entreprise. En filigrane, on pourrait déterminer comme l'affirmation de la fermeture à terme de l'entreprise, afin de sauver ce qui reste. Alors, premier problème, est-on réellement confronté à un conflit de règles? La question est simple, finalement. N'y a-t-il pas moyen de sortir par le haut de ce conflit? Dans l'exemple cité, par exemple, n'y a-t-il pas moyen de préserver à la fois l'emploi et la compétitivité? Notons que, soyons clairs là-dessus, qu'il ne s'agit ici déjà et pleinement de la question éthique. Que puis-je faire pour voir mieux? Mais nous savons, dit que la question était simple. Il est clair qu'il n'est pas simple de se la poser, et que la réponse l'est encore moins. Alors il faut admettre quand même que parfois elle est négative, et on ne pourra pas y échapper, car nous sommes dans ce cas d'espèce au conflit de règles. Alors le deuxième problème est le conflit de règles qui est insurmontable. On se trouve donc dans une situation, on est contraint à transgresser certaines règles, mais effectivement, si la liberté a un sens, ben ma foi, le plus souvent, dans certaines hypothèses, nous devons, je dirais, son âme et conscience, avec, je dirais, détestation, voire même un regret profond, voire même des remords, prendre des décisions qui, à long terme, seront positives pour le commun. En outre, il faut bien voir que la décision que l'on prend, après s'être posé la question précédente, comme je viens de l'indiquer, n'est pas issue d'une simple analyse rationnelle, et que souvent la situation obtenue en mettant en balance avantages et inconvénients, ou telle solution. Bien d'autres éléments peuvent rentrer en ligne de compte.
Notre imagination, notre inconscient, les actions que nous avons déjà posées, en un mot, finalement, au fond, toute notre capital histoire. Alors, vous voyez, il n'est pas facile de traiter de l'éthique, surtout dans les sociétés modernes, et même si on peut prendre comme élément de base la philosophie de Hegel, qui est ô combien, je dirais, un point d'échoppe très important, y compris même Socrate, Platon ou Aristote, il est toujours difficile de lui trouver, avec les sociétés de plus en plus complexes, des éléments, je dirais, de facilité, comme si effectivement, chez tous ces philosophes, qui sont ô combien des références incontournables, auraient réponse à tout. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce petit cours sur la redéfinition de l'éthique, et je vous dis à une prochaine chronique, je l'espère.